Donc, bonsoir à tous, moi je me présente, c'est Erwan Le Tutour, ça fait 12 ans que je fais du développement back Java. Ça fait bientôt 2 ans que vous pouvez me retrouver aussi sur sphere.dev où je publie régulièrement des articles sur des bonnes pratiques de développement ou comme aiment à les appeler mes collègues, des tutoriels en fonction du type d'article que j'écris. Et si je suis ce soir devant vous, c'est pour vous parler de chaos, et plus particulièrement de pourquoi il faut introduire du chaos dans ces applications pour en garantir la stabilité plus tard. Donc on va parler de chaos engineering. Le chaos engineering, c'est une méthodologie qui, comme je l'ai dit, permet d'introduire du chaos en phase de développement, qui permet d'identifier plus rapidement les failles qui peuvent se produire dans votre code, qui peut permettre aussi d'améliorer la résilience de votre application face à différentes attaques, différents types de problèmes qui peuvent arriver, et d'améliorer votre tolérance aux pannes, parce que finalement, si les pannes se produisent pendant vos phases de développement, quand elles arriveront en prod, vous serez prêt. Donc, les pionniers du chaos engineering, c'est Netflix. On n'est pas numéro 1 du streaming si notre plateforme n'est pas résiliente. Donc en 2011, il y a Yuri Israelevski et Ariel Testing qui se sont posé une question toute bête. Que se passerait-il si on laissait un singe dans notre data center? Même pas forcément qu'un singe, limite une armée de singes. Eh bien, c'est simple. Ils appuieraient sur tous les boutons, ils débrancheraient des câbles, ce serait le chaos. Et donc, à partir de cette conclusion, ils ont développé toute une suite d'outils qu'ils ont rendus après publics en 2012, parce que Netflix n'est pas que un géant du streaming, c'est aussi un géant de l'open source. Ils ont près de 200 repos qui sont publics sur GitHub auxquels vous pouvez contribuer. Nous autres développeurs, on utilise régulièrement l'open source, si on peut y contribuer aussi, c'est bien. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va bien passer. Voilà, ils ont développé toute une suite d'outils sur le chaos engineering. Donc on peut passer du petit Chaos Monkey qui s'amuse à faire des petites pannes jusqu'au gros Chaos Kong qui lui fait carrément tomber des zones entières de AWS. Donc c'est même pas je fais juste tomber ma petite région, non, non. C'est la zone entière avec mes 3 régions dedans. C'est net et efficace. Mais en France, qui sont les champions du chaos engineering? Alors, réponse A, la SNCF. Entre les grèves, les feuilles sur les voies, le givre, les inondations, les incendies, le chaos, c'est leur quotidien. Réponse B, Free. À la fin de l'année dernière, si vous avez un peu suivi l'actualité, il y a eu une petite fuite massive de données clients avec dérives et autres. C'était assez chaotique. Réponse C, la mairie de Paris. Si vous ne connaissez pas Rivoli, des fois vous arrivez à une intersection, vous pouvez rentrer dans l'intersection, mais vous ne pouvez pas en sortir. Sens interdit en face, sens interdit à gauche, réservé aux bus, sur la droite. 135 € d'amende dans tous les cas. C'est génial. C'est très chaotique. Ou réponse D, la réponse D. Et donc là, comme dans Qui veut gagner des millions, je demande le choix du public. Qui pense que c'est la réponse A? Belle majorité. La réponse B, la réponse C, et enfin la réponse D. Eh bien, non, c'est la SNCF. La SNCF fait régulièrement, avant chaque mise en prod majeure de son site de réservation, un mois entier dédié au chaos engineering. Pendant un mois, quotidiennement, il va y avoir un nouveau bug qui va arriver, et il faut s'entraîner justement pour le corriger. Alors, ça ne se voit pas forcément comme ça, mais c'est en tout cas ce qu'ils vendent. Et donc, on arrive au gros du sujet. Moi, je vais vous parler de Chaos Monkey, mais pour Spring Boot. Donc, si vous êtes un développeur back Java, un des gros frameworks du moment, qui est même là depuis un certain temps, c'est Spring Boot. Et la grande question, c'est mais pourquoi je voudrais casser volontairement mon application? Je suppose que vous avez déjà tous entendu cette phrase, tester, c'est douter. Mais la suite, c'est que corriger, c'est abdiquer. Du coup, vaut-il mieux douter de soi et bien tester son application plutôt qu'après arriver avec une équipe QA ou de recettes qui viennent vous taper sur les dents en disant ça ne fonctionne pas. Eh bien, dans mon cas, je préfère quand même tester, faire des belles merge requests avec tout ce qu'il faut de test unitaire, mais ça ne suffit pas toujours. Parce que si vous avez Sonar comme outil de qualité de code,
Normalement, dans les seuils de tolérance, on vous dit, voilà, il faut que votre code soit commenté soit testable, couvert par ces tests entre 70 et 80%. Il y a toujours une petite marge d'erreur. Donc c'est là que intervient cet outil. C'est pour combler cette marge d'erreur qu'on n'a pas forcément avec nos tests. Donc l'outil il est open source, vous pouvez le retrouver sur GitHub. C'est donc centré, c'est vraiment inspiré du Chaos Monkey de Netflix. Donc vous allez pouvoir déclencher plusieurs types de perturbations de votre application. Et c'est par contre uniquement centré sur Spring Boot. Donc pour l'installer, c'est pas sorcier. Vous avez juste besoin de rajouter la dépendance suivante et c'est parti. Après, moi je vous conseille quand même de rajouter les deux petites dépendances suivantes, les actuators et l'interface de OpenAPI. Parce que l'outil en soi est livré avec des API qui vous permettent finalement après de pouvoir les modifier votre configuration au runtime de votre application. Parce que vous pouvez soit les modifier via un fichier de properties, et à ce moment-là, il faudra à chaque fois redémarrer votre application, soit directement au runtime. Donc c'est en fonction de comment vous fonctionnez. Si c'est en local sur votre poste, vous pouvez aller directement au runtime. Si c'est dans un projet déployé avec une autre équipe, enfin un fichier de config, ça évite des surprises. Donc ensuite, Chaos Monkey, par défaut, il faut lui fournir un bon profil. C'est quand vous démarrez votre application, généralement, il dit profil dev, profil recette, profil calife, pour qu'il puisse charger le bon fichier de properties. Donc là, vous lui indiquez le profil Chaos Monkey, ce qui fait qu'au démarrage de votre application, vous aurez en plus de la bannière Spring Boot, ceci, en disant qu'il est prêt à faire le mal. Et ensuite, on lui expose quand même nos actuators, parce que ça nous permettra d'avoir après les petites contrats d'interface pour pouvoir justement le paramétrer. Mais comment ça marche? Pour que notre outil sache où appliquer son KO, il va se baser sur les annotations qui sont présentes dans le framework Spring Boot. Donc, c'est les différentes applications qu'on utilise régulièrement pour définir à quoi correspondent nos composants. Et on peut directement les mettre à jour via une petite requête post en lui disant, voilà, moi je veux juste mettre sur mes contrôleurs, mes REST contrôleurs, mes services, mes repositories, mes components. Si vous avez mis des annotations personnelles, vous ne pouvez pas directement les paramétrer via l'API. Par contre, vous pouvez après créer des blocs de code qui le feront. Maintenant qu'on sait où le KO va frapper, on peut aussi préciser quel type de KO on veut. Donc, là, je vous décris que certains types de KO possibles, il y en a encore d'autres, donc on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Mais globalement, alors, on peut lui indiquer le niveau, c'est la fréquence à laquelle ça va se produire. Si je lui mets un niveau 5 avec deterministic false, toutes les 5 requêtes, le KO surviendra. Si je lui mets avec deterministic true, j'ai une chance sur 5. Donc vous pouvez aller finalement de niveau 1 jusqu'à niveau 10 000. Ça permet d'avoir une fenêtre de tir assez large, surtout si vous le combinez avec d'autres outils comme Gatling au niveau de vos tests. Ensuite, on peut lui définir des perturbations de type latence. Est-ce que je veux que mes services mettent plus ou moins de temps à répondre? On peut lui dire, voilà, moi je veux des exceptions aussi. Je veux que si j'appelle un service, j'ai une chance d'avoir une exception. Bon, après, il faut être un peu réaliste. Si j'ai un service qui suggère que les auteurs, si je lance des exceptions sur des users, c'est un peu bizarre au niveau des logs. Et ensuite, on peut lui préciser, voilà, moi je veux juste regarder qu'un seul service. Je veux que mon KO ne soit que sur ce service-là. Voilà. Et donc, comme une démo vaut mieux que 1000 mots, je vous propose de voir ça un peu ensemble. Donc j'ai mon petit projet Spring Boot avec une application spécifique sur Chaos Monkey où je retrouve finalement mes différentes propriétés où je lui dis, là je veux avoir mes actuators, je veux avoir le bon profil. Et donc au démarrage de mon application, alors ça c'est pas la bannière Spring Boot par défaut. Si je remonte un peu dans les logs, je vois bien que j'ai bien mon Chaos Monkey prêt à faire le mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Chaos Monkey, au démarrage de l'application, il est un peu en sommeil. Il faut l'activer. Donc pareil, une petite requête sur son...
que je fasse un partage de connexion, sinon il n'a pas le réseau. Les joies de la démo. Voilà. Donc j'active mon outil, et là on voit qu'il est prêt à agir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut voir nos différentes configurations et finalement je peux lui dire je veux que tu cibles uniquement mes REST contrôleurs. Donc on a bien un petit message qui nous indique que notre configuration a changé. Et maintenant on peut lui dire voilà, je veux que tu mettes un peu de latence. Alors j'ai mis ici un niveau 1 parce que si on joue un peu, ça peut mettre plus ou moins de temps à se produire. Donc là, 100% des cas, j'aurai mon problème. Donc je dis voilà, je veux récupérer une liste d'articles. Il va avoir, on voit qu'il met du temps à réagir. Le problème, c'est que on est dans, dans un monde où on veut régulièrement tout de suite. Moi, si je vais sur un site internet pour lire des mangas, et autres trucs, si mon image met 30 secondes à se charger, je suis déçu, je suis impatient. Donc c'est bien si à ce moment-là on a quelque chose qui nous indique qu'on a du si j'ai un timeout finalement qui remonte plutôt que mon service tourne en boucle. Donc, non, c'était le 404, c'est lequel qui a le timeout C'est sur lequel que j'ai mis le timeout. Donc long ID, article avec ID. C'est le service qui joue à surveiller, pas le. Si. Bon, il fait démo, est-ce qu'il va se produire? Il ne se produit pas. Bon. Donc théoriquement, si ça avait fonctionné, on aurait eu à ce moment-là un timeout qui me dit là, ta requête a mis trop de temps à se produire, on arrête, ça ne sert à rien. Donc en fonction de vos services, ça peut être intéressant. Si c'est des services critiques, il vaut mieux tout de suite arrêter la requête plutôt que d'attendre. Ensuite, on a les exceptions. Je lui dis, voilà, si jamais tu t'appelles tel service, je veux une exception. Donc pareil, les assos peuvent se cumuler. Donc là, j'ai bien remis que je ne voulais plus de l'intence, je veux forcément des exceptions. Donc vous pouvez vraiment cumuler les différents types d'assauts. Donc vous pouvez mettre vraiment, je veux de la latence, des exceptions, je veux des attaques sur la mémoire. Je peux même déclencher à ce moment-là carrément tuer mon application avec un cron. Si je ne précise pas le cron, ce sera au petit bonheur la chance, vraiment en random. Donc ça, sur une application locale, il n'y a pas vraiment de but. Par contre, si vous avez une application qui est déployée avec un load balancer avec plusieurs instances, ça permet justement de tester qu'on répartit bien la charge. Bon. Donc là, on voit vraiment que je lui mets un niveau 5, je lui dis que je veux de la latence, que je veux des exceptions. Et donc là, sur tous les... Donc là, c'est passé. Hop. Avec une chance sur 5, je vais peut-être lui mettre à false. Ça va peut-être mieux. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, il a déclenché de la latence. Et est-ce que je vais avoir une exception qui va se produire aussi avec? Non, il a juste déclenché de la latence. Donc quand on précise plusieurs types de chaos, on ne sait jamais sur lequel va survenir.
Donc si vous combinez ça avec un outil comme Gatling, ben, quand vous allez vouloir faire vos tests en attaquant vos différents endpoints, vous allez pouvoir avoir à ce moment-là des différents résultats. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de mettre en place Chaos Monkey chez mes clients. J'en ai discuté avec différents membres des équipes avec lesquelles je suis. Certains sont partants, d'autres disent « Oui, mais c'est pas un peu du sabotage ?» Parce qu'effectivement, comme c'est pas forcément reproductible 100% du temps, ben, on ne peut pas forcément avoir vraiment un suivi. Netflix fait directement ses tests en prod. Hein, donc si jamais vous avez des problèmes, ça se trouve il y a un test. Moi, je vous conseille, gardez votre prod propre, faites ça sur les environnements anti-prod. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, si vous avez des questions, allez-y. Oui. Je vois que tu as une collection avec pas mal d'endpoints Postman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à faire une web UI directement avec des petits toggles qui vont bien et de la config directement dans le navigateur? Alors, comme je l'ai dit, on peut retrouver directement via l'application via l'OpenAPI. Donc, si tu n'as pas de config de sécurité au niveau de tes endpoints Actuator et OpenAPI, tu peux tester directement dessus. Après, ils n'ont pas mis en place d'UI spécifique, mais c'est bien documenté au niveau de. C'est pour ça que je préfère quand même rajouter cette dépendance. Ça permet justement, comme on est curieux en tant que développeur, de voir finalement nos contrats d'interface. D'autres questions? Ben, merci beaucoup.